Maintenant que le rituel vaudou est terminé, attaquons le chapitre 5. La vie recommençait, mais elle ne changeait pas. Elle suivait le même parcours, le même sillon, avec une indifférence cruelle. On était debout dès l'avant-jour. Par les craquelures du ciel obscur passaient et se répandaient les premières et confuses clartés. Plus tard, la ligne du morne se dessinait, frangée d'une pâle lumière. Aussitôt que le sol touchait le bois, assez pour éclairer à travers les bailliaondes les sentiers entrecroisés. Manuel partait. Il abattait les arbres et dressait dans la clairière la meule sous laquelle le bois brûlerait à feu lent. Puis il prenait le chemin du morne. Il revenait de sa course, trempé de sueur et les mains pleines de terre. Délira lui demanda où il avait été. Il répondait avec des mots qui prenaient le détour. Il avait ce pli têtu au coin de la bouche. Chaque samedi, Délira changeait le charbon sur 2 bourriques et s'en alla à la ville. Elle revenait à la nuit tombée avec quelques misérables provisions et un peu de monnaie. Elle s'asseyait dans la case, toute cassée sous le poids d'une immense fatigue. Bien-Aimé réclamait son tabac et ne le trouvait jamais assez fort. Parfois, la vieille contentait ses déboires. Les inspecteurs des marchés, postés aux abords de la ville, s'abattaient sur les paysannes et les volaient sans pitié. Il vient, il me demande de payer. Je lui montre que j'ai déjà payé. Il se met en colère et commence à jurer. Regarde, tu n'as pas honte, je lui dis. Regarde mes cheveux blancs. Tu n'as donc pas de maman pour me traiter comme ça? Ferme ta gueule, il crie. Voilà ce qu'il crie. Ou bien je te traîne en prison pour rébellion et scandale public. J'ai été obligé de lui donner l'argent. Non, il n'y a pas de considération pour nous autres malheureux. Manuel serrait les poings à les faire craquer. Le bandit, le nègre sans aveu, grondait Bien-Aimé. Un moment plus tard, il disait « Va dormir, ma vieille femme. Tes yeux se ferment. Tu as fait une longue route. » Délira déroulait sa natte, l'étendait sur le sol malgré les protestations de Manuel. Elle exigeait qu'il s'occupât dans l'autre pièce, le lit d'acajou. Quelquefois, Antoine venait dans le courant de la journée. Il s'accroupissait auprès de Bien-Aimé. « Ah, Simidor, Simidor, disait le vieux, quelle est cette misère? » Le Simidor secouait la tête. « Ça ne s'est jamais vu. » Et il ajoutait d'une voix étouffée, regardant tristement les champs brûlés. « Ne m'appelle pas Simidor, appelle-moi Antoine, c'est mon nom. Vois-tu, compère, quand tu dis Simidor, ça me fait songer au temps longtemps. C'est amer ces souvenances-là, c'est amer comme le fiel. Comme le ciel, comme le fiel. » Les après-midi, Manuel tressait sur la galerie des chapeaux de paille de Latanier. One Piece Reference. On les vendait bien 30 centimes près au bourg voisin. La cérémonie vaudou avait dévoré le peu d'argent qu'il avait rapporté de Cuba. Dormeus, à lui seul, avait coûté 40 piastres. 40 piastres. Soit un autre mot québécois. 40 piastres. Souvent, l'Aurélien venait le voir, il s'asseyait sur le banc. Ses grandes mains tordues faites pour manier la houe reposaient sur ses genoux. Il disait à voix basse. Et cette eau? Pas encore, répondait Manuel. Mais je suis sur sa trace. Ses doigts habiles allaient et venaient tandis que ses pensées voyageaient vers Anaïs. À plusieurs reprises, on l'avait aperçue dans le village. Chaque fois, elle s'était détournée et elle s'était éloignée de ce long pas nonchalant et balancé. L'Aurélien demanda à nouveau, « Parle-moi de Cuba. » C'est un pays 5 fois, non 10, non 20 fois peut-être plus grand qu'Haïti. Mais tu sais, moi, je suis fait avec ça. Moi-même. Il touchait le sol et en caressait le grain. Je suis ça, cette terre-là. Je l'ai dans le sang. Regarde ma couleur. On dirait que la terre a déteint sur moi et sur moi aussi, et sur toi aussi. Ce pays est le partage des hommes noirs. Et toutes les fois qu'on a essayé de nous l'enlever, nous avons sarclé l'injustice à coups de manchette. À coups de machette. Oui, mais à Cuba, il y a plus de richesse. On vit plus à l'aise. Ici, il faut se gourmer dur avec l'existence. Et à quoi ça sert? On n'a même pas de quoi se remplir son ventre. Et on est sans droit contre la malfaisance des autorités. Le juge de paix, la police rurale, les arpenteurs, les spéculateurs en denrées, ils vivent sur nous comme des puces. J'ai passé un mois de prison avec toute la bande de voleurs et des assassins parce que j'ai descendu en ville sans souliers. Et où est-ce que j'aurais pris l'argent, se demande mon confrère. Alors, qu'est-ce que nous sommes, nous autres, les habitants? Le nègre, pied à terre, méprisé et maltraité. Ce que nous sommes, si c'est une question, je vais te répondre. Eh bien, nous sommes ce pays, et il n'est rien sans nous, rien du tout. Qui est-ce qui plante? Qu'est-ce qui arrose? Qu'est-ce qui récolte? Le café, le coton, le riz, la canne, le cacao, le maïs, les bananes, les vivres et tous les fruits, si ce n'est pas nous qui les fera pousser. Avec ça, nous sommes pauvres, c'est vrai. Nous sommes malheureux, c'est vrai. Nous sommes misérables, c'est vrai. Mais sais-tu pourquoi, frère? À cause de notre ignorance.
Nous ne savons pas encore où nous sommes. Une force, une seule force, tous les habitants, tous les nègres des plaines et des mornes réunis. Un jour, quand nous aurons compris cette vérité, nous nous lèverons d'un point de l'autre à l'autre du pays, nous ferons l'Assemblée générale des gouvernants de la rosée, le grand combine des travailleurs de la terre pour défricher la misère et planter la vie nouvelle. Tu dis des paroles conséquentes, oui, fit l'Aurélien. Il s'était comme étouffé à suivre Manuel. Une ride marquait sur son front l'effort de la méditation, dans le retrait le plus inarticulé de son esprit accoutumé à la lenteur de la patience. Là où les idées de résignation et de soumission s'étaient formées avec une rigidité traditionnelle et fatale, un rideau de lumière commençait à se lever. Ils éclairaient un espoir soudain obscur, encore et lointain, mais rude, certain et véridique comme la fraternité. Il cracha un jet de salive entre les dents. Ce que tu dis là est clair comme l'eau courante du soleil. Il était debout et ses mains se fermaient comme pour essayer de retenir le fuyant des mots. Tu t'en vas déjà? Oui, je ne faisais que passer avant d'aller voir après les bêtes. Je vais songer à tes paroles. Elles ont bon poids. Quant à ça, oui. Alors, adieu, chef. Pourquoi m'appelles-tu chef? Fut Manuel, étonné. L'Aurélien baissa la tête réfléchi. Je ne sais pas moi-même, dit-il. Il s'en alla de son pas tranquille et solide, et Manuel se suivit du regard jusqu'à l'endroit où il disparut entre les arbres. Un seul rayonnement aveuglant abrasait la surface du ciel et de la terre. La plainte roucoulée d'une tourterelle se faisait entendre. On ne savait pas d'où elle venait. Elle roucoulait au sein du silence avec des notes oppressées. Le vent s'est apaisé. Les champs étaient couchés à plat sous le poids du soleil, avec leurs terres assoiffées et leurs plantes affaissées et rouillées. Sur une butte lointaine, dominant l'étendue embrouillée des bayaondes, les feuilles des lataniers pendaient, inertes comme des ailes cassées. Devant chaque case à l'ombre des quelques arbres que la sécheresse avait épargnés, les habitants contemplaient leur malheur. Des querelles explosaient sans motif visible. Le bavardage des femmes s'aigrissait, tournait aisément à la dispute. Les enfants se tenaient à l'écart des taloches, mais la prudence, ça ne servait à rien. On entendait une voix irritée qui criait « Philogène, oh! Monsieur Philogène, tu n'entends pas ce que je t'appelle? » Et l'autre s'approchait, la mort dans l'âme, il recevait son affaire en pleine calebasse. Que ça sonnait. En pleine calebasse, ça veut dire en pleine gueule, je suppose. C'est que les choses prenaient mauvais visage. La faim se faisait sentir pour tout de bon. Le prix du grand bleu montait en ville, alors on avait beau raccommoder le linge, il y en avait dont le derrière, sauf votre respect, paraissait par les bâillements du pantalon comme un quartier de lune noire dans les déchirures d'un nuage, ce qui n'était pas honorable, non, on ne pouvait pas le prétendre. Gros bleu, toile épaisse de coton dont fait les bleus jeans. Le dimanche, à la grégaire, le clairin à la cannelle, au citron ou à l'anis montait vite à la tête des habitants, surtout des perdants, et il y eut des cas où le bâton se mit à la partie. Grâce à Dieu, ça n'allait pas plus loin. Pas jusqu'à la machette, heureusement, et quelques jours plus tard, on se réconciliait, mais ce n'était pas tellement sûr qu'on gardait pas au fond de soi un restant de rancune tenace. Manuel, dit bien-aimé, si tu allais voir où est passée la génisse Pintelé, taché de blanc, si tu allais te rendre compte. Manuel laissa son travail, décrocha la corde qui pendait à son cou. Une corde pendait à son cou? Non, faut pas faire ça. Manuel laissa son travail, décrocha la corde qui pendait à son cou, s'éprouva la résistance. Amarre-la un piquet, mais avec une bonne longueur pour qu'elle ne s'empêtre pas. Pourquoi n'attends-tu pas qu'elle ait grandi, fit Délira, qu'elle ait mis bas un veau que nous vendrons plus tard à sa place? Et de quoi vivrons-nous d'ici là? Nous aurons le temps de manger nos propres dents jusqu'à la gencive, répliqua le vieux. Manger ses propres dents jusqu'à la gencive. Ça veut sûrement dire avoir très, 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 très faim. Comme les clôtures des jardins la côtoyaient et que le grillage du bois la fermait au couchant, la savane servait de barré au bétail. Clôture. Les habitants tiraient des vaches un peu de lait de méchante qualité. Mais à l'ordinaire, les bêtes vivaient dans une liberté sauvage et on les capturait que pour les marcher, les marquer au fer rouge ou les vendre au marché de Pont-Beudet quand le besoin se faisait pesant d'avoir quelques piastres sous la main. Une espèce de graminée courte et sèche poussait là par petites touffes, comme le mauvais poil des verrues, et sauf sous l'ombrelle de rocs empêchés, le soleil exerçait son domaine sans limite. Avec l'arrosage, je vois ça,
tout gras d'herbe de Guinée, pensait Manuel. Il aperçut la génisse. Elle se détachait dans la savane avec son pelage tacheté de roux et de blanc. Il fit un crochet pour la prendre par le plus court, lui couper la retraite et la pousser contre l'entourage de cactus chandeliers qui bordaient le champ de Saint-Julien. Elle se rendit compte que la manœuvre et commença à trotter vers le large. Manuel se précipita à grande enjambée et en pleine course la lança. Elle l'entraîna, mais il s'arc-boutait ferme, tirant sur la corde par saccades, l'apaisant impétueusement de la voix. « Oh, turbulente! Oh, brigande! Oh, ma belle vache! Oh! » Il réussit à jeter le bout de la corde autour d'une souche. La génisse se débattit, donnant de la corne à tous les côtés. Mais à la fin, il dut se tenir pour vaincu. Manuel attendit un moment, puis il l'amena vers un campéchier et l'attacha à son ombre. « Tu vas changer de maître, dit-il, lui flattant le museau. Tu vas quitter la grande savane. C'est comme ça la vie que tu tues. » La génisse la regarda de ses larges yeux larmoyants et mugit. Manuel lui caressa l'échine et les flancs du plat de la main. « Tu n'es pas trop grasse, on dirait. On n'a qu'à te tâter pour sentir les os. Tu ne ferais pas bon prix. Non, certain que non. » Le soleil maintenant glissait sur la pente du ciel, qui, sous la vapeur délayée et transparente des nuages, prenait la couleur de l'indigo dans l'eau savonneuse. Et là-bas, au-dessus du bois, une autre barrière flamboyante lançait des flèches de soufre dans le saignant du couchant. Manuel retourna à la grande route et traversa le village. Les cases s'alignaient au hasard des cours dans le désordre des sentiers. Quelque chose de plus que les arbres, les jardins, les haies les séparaient. Une colère sourde et contenue qu'une étincelle ferait éclater en violence et que la misère exacerbait. Donnait à chaque habitant pour son voisin cette bouche cousue, ce regard évasif, cette main toujours prête. On aurait dit que le passé n'était pas enterré depuis des années avec Dorsica et Sauveur. Il le rafraîchissait sans cesse comme on avive de l'ongle une plaie mal fermée. Les femmes étaient les plus enragées. Elles étaient véritablement déchaînées. C'est qu'elles étaient les premières à savoir qu'il n'y avait rien à mettre sur le feu, que les enfants pleuraient de faim, qu'ils dépérissaient, les membres grêlés, les membres grêles et noueux, comme du bois sec, le ventre énorme. Elle en avait parfois la tête dérangée et elle s'injuriait, à l'occasion, avec des mots que ce n'est pas permis. Mais les injures des femmes ne tiraient pas en conséquence. Ce n'est que du bruit fait avec du vent. Ce qui était plus grave, c'était le silence des hommes. Manuel pensait à tout ça en marchant dans le village. Il y en avait qui saluaient. « Adieu, frère, disait-il. »« Oh, adieu, Manuel, disait l'autre. »« Et le courage, faisait Manuel. Nous nous battons avec la vie, faisait l'autre. » Mais certains se tournaient quand il passait bien, regardaient tout drette à travers lui comme s'il avait été de fumée. Pourtant, ils se connaissaient bien. N'était-ce pas là Pierre-Ulysse, Similien, Morellon, Ismaël, Thermonfils, Josaphat? Ils ont vraiment des noms particuliers ici. Ils avaient grandi avec eux au nom de ces bois, partagé leur jeu, tendu dans la savane des pièges aux orlotans, chapardés ensemble des épis de maïs. Plus tard, ils avaient mêlé dans leur kumbit leur voix et leur force de jeunes nègres fringants. Ah, comme ils avaient jadis nettoyé et propreté ce jardin de frères Mirville. Même ce jour-là, ils avaient bu un peu trop de clairin. Mais oui, ils se souvenaient de tout. Ils n'avaient rien oublié. L'envie le prenait de s'avancer et de dire « Oh, cousin, ne me reconnaissez-vous pas? C'est moi, Manuel Saint-Joseph, lui-même et pas un autre. » Mais leurs faces étaient comme des murailles noires et sans lumière. Non, il n'y avait ni justice ni raison dans cette histoire. Il fallait laisser les morts reposer dans la paix du cimetière sous les frangipaniers. Il n'avait pas à faire de l'existence des vivants, se revenant de plein grand jour, ces fantômes sanglotants et obstinés, et puis s'il trouvait l'eau, le concours de tout serait nécessaire. Ne serait-ce pas une petite affaire que de l'emmener jusqu'à la plaine? Il faudrait organiser un grand kumbit de tous les habitants et l'eau les unirait à nouveau. Son haleine fraîche les dispenserait l'odeur maligne de la rancune et de la haine. La communauté fraternelle renaîtrait avec les plantes nouvelles, les champs chargés de fruits et d'épis et la terre gorgée de vie simple et féconde. Oui, il irait les trouver et il leur parlerait. Ils avaient de l'entendement, ils comprendraient. Devant sa porte, Hilarion, un officier de police rural, jouait au 3-7 avec son adjacent. Il lucha de ses cartes vers Manuel.
Salut, fit-il, j'avais justement besoin de toi. Ça reste un moment, j'ai quelque chose à te dire. Et à son adversaire, 10 de coraux, baille-moi ton as. Je n'ai pas d'as. Donne-moi cet as, cria Hilarion, menaçant. L'adjoint déposa l'as. Tricheur, impertinent que vous êtes, triompha Hilarion. Il ramassa les corps en un paquet et dans le creux de sa main, il se tourna vers Manuel. Comme quoi tu causes aux habitants, n'est-ce pas? Manuel entendait. Tu causes toutes sortes de paroles, il paraît. Un éclair de malveillance pesa sur ses yeux plissés. Eh bien, elles ne sont pas du goût des autorités, ce sont des paroles de rébellion. Il déplia ses cartes en éventail. Tu ne diras pas que je ne t'ai pas prévenu. Manuel sourit. C'est tout? C'est tout, répondit Hilarion, la tête dans ses cartes. 10 de trèfle, 9 de trèfle. Baille-moi ton as. Mais je n'ai pas d'as, j'ai mis l'ordre désespéré. Baille-moi ton as tout de suite. L'adjoint déposa l'os de trèfle. Ah, macaque, jubila Hilarion. Tu ne te croyais de force à jouer avec Hilarion Hilaire. Ça t'apprendra à coquin. Son gros rire s'enflait encore tandis que Manuel s'éloignait. Il n'était pas inquiet. Souvent, ils avaient parlé à l'Aurélien, Saint-Julien, Richer et aux autres. Sûr qu'ils n'avaient pas reporté, mais seulement discuté et répété ces paroles, et elles étaient arrivées aux oreilles poilues de cet Hilarion. Comme une mouche se prend dans une toile d'araignée, c'était bon signe. Au fond, ça se répandait. Les enfants suivaient sa haute taille avec des regards fascinés. Pour eux, il était l'homme qui avait traversé la mer, qui avait vécu tout ce pays étrange de Cuba. Il était auréolé de mystères et de légendes. Manuel en attrapa un par le bras. C'était un petit nègre tout noir, les yeux ronds et polis comme des billes. Il caressa le crâne rasé au cul de bouteille. « Comment est ton nom? »« Mon premier, oui. » Mais une voix de femme est là, hargneusement. « Mon premier, viens ici. » Le gamin partit en vitesse vers la case. Dans sa précipitation, ses talons martelaient ses fesses nues. Manuel s'en alla, le cœur mal à l'aise. Il laissa derrière lui les dernières cases. Les chardons dorés couvraient de leur soleil minuscule les talus du chemin. Un reflet de lumière oblique traînait sur la plaine, mais l'ombre se nichait déjà dans les arbres et des taches mauves s'étendaient sur les flancs des collines. Ce qui, dans la lumière, avait été âpre et hostile, ça l'apaisait et se réconciliait avec la fin du jour. Dans le prolongement de la route, il la fit venir. Il la reconnut aussitôt à sa robe sombre, à son mandras blanc, et parce qu'elle était grande, qu'elle seule avait ce jet pur et souple des jambes, cet oscillement des hanches dans la douceur, et parce qu'il attendait. Il marcha lentement vers elle. « Je te dis bonsoir, oui, Anaïs. » Quelques pas les séparaient. « Ôte-toi de ton chemin, de mon chemin. » Elle respirait fort, sa poitrine se soulevait. « Raconte-moi ce que je t'ai fait et pourquoi nous sommes ennemis. » Elle lui dérobait son visage. Je n'ai pas à te bailler d'explications, je suis pressé, laisse-moi passer. Réponds-moi d'abord, je ne veux pas te faire des violences, Anaïs. J'ai de la bonne amitié pour toi, crois-moi en vérité. Elle soupira. Hé, mes amis, en voilà un homme entêté, on dirait qu'il n'a pas d'oreille pour entendre. Je te dis que de me laisser continuer mon chemin, oui. On voyait qu'elle faisait un effort pour l'impatience et le mécontentement. J'étais cherché partout, tout partout, mais tu te cachais comme si j'étais le loup-garou lui-même. Je voulais te parler parce que je sais que tu peux m'aider. Moi t'aider et comment ça? Fit-elle surprise. Pour la première fois, elle le regardait. Emmanuel vit qu'il n'y avait pas de colère dans ses yeux, mais seulement une grande tristesse. Je te dirai si tu veux m'écouter. Les gens vont nous voir, murmura-t-elle faiblement. Personne ne viendra, et même si, est-ce que tu n'es pas fatigué, Anaïs, de toute cette haine qu'il y a à l'heure qu'il est entre nous? On en a de peine comme ça avec l'existence, c'est vrai. Ah, ce que l'existence est devenu difficile, Manuel. Elle se reprit très vite. Laisse-moi partir pour la grâce de Dieu. Alors tu n'avais pas oublié mon nom. Elle reprit d'une voix éteinte. T'en prie, ne me tourmente pas. Il lui prit la main. Elle voulut lui retirer, mais elle était sans force. Tu es une bonne travailleuse, on dirait. Oui, dit-elle avec fierté. Mes mains sont usées. J'ai à faire un grand causer avec toi, tu sais. On n'aura pas le temps, la nuit vient. Regarde, le chemin s'effaçait, les arbres noircissaient et se fondaient dans l'ombre. Le ciel n'avait plus qu'une lueur hésitante, assombrie et lointaine. Seul au plus bas de l'horizon, un nuage noir et rouge se dissolvait dans le vertige du crépuscule. « Est-ce que tu as peur de moi, Anaïs? » « Je ne sais pas, fit-elle dans un souffle oppressé.
Demain, vers le tard de l'après-midi, quand le soleil sera au pied du morne, je t'attendrai sur la butte des lataniers. Est-ce que tu viendras? Non, non! Sa voix basse était effrayée. Anna, dit-il. Il sentit sa main trembler dans la sienne. Tu viendras, n'est-ce pas, Anna? Ah, tu me tourmentes. Et c'est comme si j'avais perdu mon bon ange. Pourquoi me tourmentes-tu, Manuel? Bon ange. Pour les vauduisants, l'un des deux moitiés de l'homme humaine, siège de la volonté. Il vit ses yeux pleins de larmes et entre ses lèvres qui suppliaient l'éclat humide de ses dents. Il lâcha sa main. Voici la nuit. Anna, va en paix, va reposer, ma négresse. Elle n'était déjà plus là, ses pieds nus, en s'en allant, ne faisaient pas de bruit. Il dit encore, je vais t'espérer, Anna.